Bienvenue dans Contes policiers, un univers où les villages tranquilles cachent de dangereuses vérités et où les vies les plus ordinaires recèlent des secrets extraordinaires. Ce soir, nous entrons dans le monde paisible de Miss Marple, où la courtoisie n'est jamais fortuite et où le mal se manifeste rarement. Dans Miss Marple et la mort qui semblait naturelle, un décès accepté trop rapidement perturbe l'équilibre d'un paisible village anglais. Alors que les rumeurs s'amplifient et que les habitudes sont examinées, un esprit doux commence à voir ce que les autres préfèrent ignorer. Avant de commencer, installez-vous confortablement, respirez lentement et écoutez attentivement. Car dans les histoires comme celle-ci, le moindre détail est souvent le plus dangereux. Si vous aimez les romans policiers classiques où l'intelligence triomphe du bruit, n'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre pour découvrir de nombreuses autres histoires de menaces silencieuses. Maintenant, servez-vous une boisson chaude et que le mystère commence. St. Mary Mead profitait d'une de ces matinées exemplaires. Le courrier arriva à 8h40 précise. Madame Grantley aéra ses plus beaux rideaux et le chat du vicaire choisit le muret devant la boulangerie comme s'il s'agissait d'un devoir civique. À première vue, rien ne laissait présager que cette journée resterait dans les mémoires. Mademoiselle Jane Marple, s'arrêtant sur le chemin étroit entre son portail et la ruelle, remarqua que les roses fleurissaient plus tôt que d'habitude. Les roses précoces étaient souvent synonymes de déception précoce. Elle avait constaté que les affaires humaines étaient à peu près les mêmes. Le bruit qui troubla le calme du village n'avait rien de dramatique. Aucun cri ne déchira l'air, aucune voiture ne s'arrêta dans un fracas. Ce n'était que la voix de Madame Fletcher, un peu trop forte, qui appelait depuis Rosebank House. « Docteur, que quelqu'un appelle le docteur !» Cette simple phrase bouleversa l'équilibre de la matinée. Lorsque mademoiselle Marple arriva à la porte de Rosebank House, avançant avec sa détermination habituelle et sans se presser, un petit groupe de villageois s'était déjà rassemblé. Madame Fletcher se tenait sur l'allée de gravier, une main pressée contre sa poitrine comme pour ancrer sa respiration. Son autre main gesticulait inutilement, sans pointer vers aucun endroit en particulier. « C'est Monsieur Ambrose, » dit-elle, se répétant à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Je lui ai apporté son thé comme d'habitude. Il était assis tranquillement. Et puis, eh bien, il ne m'a pas répondu. À l'intérieur de la maison, les rideaux avaient été tirés pour laisser entrer la lumière claire du printemps. Edwin Ambrose était assis dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, les mains soigneusement croisées sur son gilet, la tête inclinée comme s'il écoutait poliment. Il n'y avait rien de violent dans sa posture, aucun meuble renversé, aucun signe de lutte. Son expression, si tant est qu'il y en avait une, était plutôt celle d'un léger amusement. Le docteur Hayward arriva en s'excusant, et le front moite, son stéthoscope déjà à la main. Il se pencha sur le corps immobile, écouta, fronça les sourcils et se redressa. « J'ai bien peur qu'il soit décédé, » dit-il, d'un air très paisible, à première vue. « Une bénédiction, » murmura quelqu'un depuis l'embrasure de la porte. Miss Marple ne dit rien. Elle remarqua plutôt que la tasse de thé de M. Ambrose était restée intacte sur la petite table à côté de lui. La vapeur s'était dissipée depuis longtemps, mais le thé lui-même était resté clair et limpide. Elle remarqua également que le napperon en dentelle sous la tasse était neuf, trop neuf pour les habitudes de Madame Fletcher. Le docteur Hayward s'adressa gentiment à Madame Fletcher, qui acquiesça en pleurant. « Son cœur, » dit-elle aussitôt. « Faible depuis des années, docteur, vous le savez bien. »« Oui, oui, » répondit le docteur Hayward. « Une mort naturelle. Je vais signer le certificat. » Le mot « naturel » se répandit dans la pièce comme un verdict définitif. Mademoiselle Marple l'avait déjà entendu auparavant, toujours prononcé avec soulagement.
L'inspecteur Slack arriva plus tard, vif et légèrement irrité, ayant été convoqué par devoir plutôt que par nécessité. Il examina la scène avec une efficacité professionnelle et la certitude de ne rien trouver. « Aucun signe de crime, dit-il. Un homme de son âge, dans un état connu. Nous en aurons vite fini. »« Bien sûr, » dit Madame Fletcher. Monsieur Ambrose était un gentleman discret. Il vivait dans son coin. Discret était un mot pour décrire Edwin Ambrose. Invisible en était un autre. Alors que le corps était respectueusement recouvert et que les dispositions étaient discutées, les villageois commencèrent à se disperser, chacun emportant avec lui un petit paquet d'excitation soigneusement enveloppé dans la bienséance. Mademoiselle Marple s'attarda un instant de plus, son regard se posant une fois de plus sur la tasse de thé. Madame Fletcher suivit son regard et rougit. « Il n'avait pas eu le temps de la boire, dit-elle. J'ai dû être plus en retard que d'habitude. » Mademoiselle Marple sourit gentiment. « Ces choses-là arrivent, dit-elle. Les routines sont si délicates, vous ne trouvez pas ? Une minute d'avance ou de retard peut faire toute la différence. » Madame Fletcher acquiesça, sans vraiment comprendre, mais réconfortée par le ton. Dehors, le village reprit ses activités avec une rapidité remarquable. À midi, les spéculations avaient fleuri comme une bordure bien entretenue. Chez le boucher, on disait que M. Ambrose n'était plus le même depuis que son neveu était parti dans des circonstances troubles. À la poste, quelqu'un se souvenait d'un échange vif au sujet des comptes de la paroisse. À l'heure du thé, il y avait déjà plusieurs versions concurrentes, chacune plus satisfaisante que la précédente. Mademoiselle Marple les écouta toutes. Cet après-midi-là, elle était assise dans son jardin, tricotant, ses aiguilles cliquetant doucement. Le motif exigeait de l'attention, mais elle ne baissa pas les yeux. Au lieu de cela, son regard suivit la lente progression d'une abeille le long de la haie, s'arrêtant, réfléchissant, avançant. Edwin Ambrose vivait à Rosebank House depuis près de 20 ans. Il fréquentait l'église de manière irrégulière, contribuait modestement aux causes du village et souriait avec une politesse sans faille. Il n'avait pas d'amis proches à St. Mary Mead, mais pas d'ennemis non plus, du moins aucun qui se soit manifesté. Cette absence troublait Mademoiselle Marple plus qu'une hostilité ouverte ne l'aurait fait. Elle pensa à une femme qu'elle avait connue il y a des années, d'apparence agréable, dont l'innocence même cachait une malveillance des plus déterminées. Les gens lui faisaient la confiance précisément parce qu'il ne semblait y avoir aucune raison de se méfier d'elle. La femme du vicaire, Madame Clement, passa plus tard pour présenter ses condoléances et apporter un panier de scones. Elle s'installa confortablement et baissa la voix. « Quel choc !» dit-elle. « Mais je suppose que nous devons être reconnaissants que cela ait été rapide. »« Oui, » répondit Mademoiselle Marple. « La rapidité peut être une forme de miséricorde. » Madame Clement hésita. « Pensez-vous, qu'il n'y a vraiment rien d'autre à ajouter ?» Mademoiselle Marple interrompit son tricot. « Qu'est-ce qui vous pousse à poser cette question, ma chère ?»« Oh, rien de particulier. C'est juste que... » Madame Fletcher était très dévouée, bien sûr, mais on entend des choses. Et puis il y a eu cette histoire de testament. Monsieur Ambrose l'avait modifié il y a moins de 6 mois. Mademoiselle Marple reprit son tricot. « Vraiment ? C'est ce qu'on m'a dit. Il a apparemment laissé plus à des œuvres caritatives. Sa nièce était très bouleversée. Les familles le sont souvent, dit doucement Mademoiselle Marple. Lorsque Madame Clement partit, le regard de Mademoiselle Marple se posa à nouveau sur la haie. L'abeille était partie, laissant une fleur intacte. Elle se leva et rentra dans la maison, où elle prit un petit carnet dans un tiroir. Elle n'écrivit pas encore de nom. Il était bien trop tôt pour cela. À la place, elle écrivit un mot, soigneusement souligné. « Timing ». Ce soir-là,
Alors que le crépuscule s'installait sur St. Mary Mead, Rosebank House était plongé dans l'obscurité et le silence. Les fenêtres reflétaient la lumière déclinante sans rien révéler de leur intérieur. Comme toujours, elle ressemblait à la maison d'un homme qui n'avait laissé aucune trace. Mademoiselle Marple ferma ses rideaux et retourna s'asseoir près du feu. Son expression était sereine, presque distraite. Seul le léger plissement de ses yeux suggérait que ses pensées suivaient déjà des chemins que le village n'avait pas encore imaginés. Certaines morts, elle le savait, suivaient trop bien les habitudes. Miss Marple était assise, immobile, près du feu, la lueur se posant doucement sur ses mains qui reposaient, momentanément inactives, sur ses genoux. La pièce sentait légèrement la laine et les feuilles de thé, un mélange domestique réconfortant. Dehors, St. Mary Mead continuait à respirer tranquillement, inconscient que son pouls avait déjà changé. Elle reprit son tricot, non pas parce que le motif l'exigeait, mais parce que le mouvement rassurait les autres, même lorsqu'ils n'étaient pas présents. Ses pensées étaient déjà ailleurs, à Rosebank House, à la tasse de thé intacte, à cette phrase si facile à prononcer. Un décès naturel. Le lendemain matin, le village avait organisé son deuil avec une efficacité admirable. À la poste, on discutait des cartes bordées de noir avec une intimité habituellement réservée aux fiançailles. Madame Price, penchée par-dessus le comptoir, murmura qu'il était très pratique que le docteur Hayward ait signé le certificat aussi rapidement. Madame Cole répondit que les médecins préféraient toujours la commodité, surtout quand personne ne s'y opposait. Mademoiselle Marple arriva au milieu de cet échange, souriant aimablement, en attendant son tour. « Eh bien, » dit Madame Price, en baissant encore plus la voix. « C'est triste, bien sûr, mais on ne peut s'empêcher de penser que Madame Fletcher sera très soulagée. »« Soulagée » répéta doucement Mademoiselle Marple. Madame Price rougit. « Oh, pas dans le mauvais sens du terme. S'occuper d'un homme âgé n'est pas une mince affaire. »« Non » dit Mademoiselle Marple. « Cela peut être très éprouvant, surtout lorsqu'il faut respecter scrupuleusement certaines habitudes. » Madame Cole lui lança un regard perçant, puis éclata de rire. « Vous remarquez toujours ce genre de choses, Mademoiselle Marple ?»« Oui, » acquiesça Mademoiselle Marple. « Quand on y pense, les gens sont surtout faits d'habitude. » Les dispositions funéraires furent annoncées avant midi. Un service modeste, comme il convenait à un homme modeste. Les proches de M. Ambrose seraient présents, bien sûr, même si aucun d'entre eux n'habitait particulièrement près. Sa nièce, Clara Ambrose, arriva cet après-midi-là, son chagrin précis et bien contenu. Elle portait le deuil avec une élégance acquise par l'habitude, et parlait de son oncle avec un respect prudent. « Il était très gentil avec moi, » dit-elle à Madame Clement, même s'il était peut-être un peu distant vers la fin. « C'est l'âge qui fait ça, » répondit Madame Clement d'un ton apaisant. Mademoiselle Marple observa Mademoiselle Ambrose depuis sa place près de la fenêtre. La posture raide de la jeune femme ne suggérait pas le chagrin, mais plutôt la préparation, comme si elle s'attendait à être mise au défi. L'inspecteur Slack revint brièvement, plus par formalité que par nécessité. Il s'entretint avec le docteur Hayward, jeta un coup d'œil aux documents et se permit de montrer un léger signe d'irritation lorsque Madame Price demanda si une enquête serait nécessaire. « Une perte de temps pour les services publics, » dit-il. « Aucune preuve d'irrégularité. » La preuve, songea Mademoiselle Marple, était un mot au sens très élastique. Cet après-midi-là, elle accepta une invitation à prendre le thé à Rosebank House. Madame Fletcher, pâle mais calme, présidait la réunion avec l'air de quelqu'un qui était déterminé à ne pas faiblir. Le salon semblait inchangé, mais Mademoiselle Marple sentait un changement aussi indéniable que le déplacement d'un cadre. « Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant, »
dit Madame Fletcher en versant le thé avec un soin méticuleux. Après tant d'années, vous vous en sortirez, dit Mademoiselle Marple avec gentillesse. Les gens s'en sortent toujours. Le sourire de Madame Fletcher vacilla. Monsieur Ambrose aimait que les choses soient faites d'une certaine manière. Ses repas, ses promenades, ses lettres. Si quelque chose n'était pas à sa place, il le remarquait immédiatement. « Vraiment ?» dit Mademoiselle Marple en soulevant sa tasse de thé. Le thé était fort, bien préparé. « Il semble très exigeant. »« Oh non !» protesta Madame Fletcher. « Il était très gentil. Seulement particulier. » Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil à la petite table à côté du fauteuil de Monsieur Ambrose. Le napperon était toujours là, immaculé et légèrement raide. « Je crois que c'est nouveau. » Madame Fletcher suivit son regard et acquiesça rapidement. « Oui, j'ai pensé que cela semblait approprié, quelque chose de frais. »« Les choses nouvelles peuvent être trompeuses, » murmura Mademoiselle Marple, comme si elle se parlait à elle-même. Après le thé, Mademoiselle Marple rentra chez elle par le long chemin, passant devant des haies qui commençaient à fleurir. Le village semblait se pencher vers elle avec ses histoires, impatient d'être raconté. Le soir venu, les murmures avaient appris à marcher tout seuls. On disait que M. Ambrose s'était violemment disputé avec sa nièce au sujet du testament. On disait que Mme Fletcher avait été entendue se plaindre d'épuisement. On disait, mais plus discrètement, qu'un homme qui avait laissé si peu d'empreintes avait peut-être souhaité quitter la vie sans faire de bruit. Mademoiselle Marple écouta tout cela lors de la réunion hebdomadaire de l'église, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Les gens parlaient avec soulagement, pensait-elle. Soulagement que la mort soit venue sans agitation. Soulagement que personne n'ait besoin de regarder de trop près. Elle se souvint d'une affaire, il y a longtemps, impliquant une femme qui avait empoisonné son mari en lui administrant quelque chose de si léger, de si progressif, que son effondrement final semblait entièrement de son propre fait. Tout le monde avait loué son dévouement. Les funérailles eurent lieu sous un ciel d'un bleu impeccable. Les Atotapast, hymnes étaient familiers, les prières réconfortantes. M. Ambrose reposait tel qu'il avait vécu, discret, réservé et poliment effacé. Alors que l'assemblée se dispersait, Mademoiselle Marple remarqua que Madame Fletcher parlait avec sérieux à Mademoiselle Ambrose. Leurs têtes étaient penchées l'une vers l'autre, leurs expressions tendues. « Elle a des vues sur la maison », murmura Madame Price, apparaissant à côté de Mademoiselle Marple. « Croyez-moi. » « Les possessions peuvent être très révélatrices, » dit Mademoiselle Marple d'un ton doux, « surtout quand on estime y avoir droit. » Plus tard dans la journée, Mademoiselle Marple reçut la visite de l'inspecteur Slack en personne, qui sembla légèrement surpris de la trouver prête à le recevoir. « J'aime entendre ce que les gens pensent, » dit-il d'un ton bourru. « On entend des choses. »« J'écoute les gens, » corrigea gentiment Mademoiselle Marple. « Eh bien, dit-il en changeant de position, il n'y a rien à enquêter. Mais si vous avez remarqué quelque chose d'étrange... » Mademoiselle Marple réfléchit. Seulement que tout le monde est très impatient d'être rassuré. « C'est naturel, » dit-il sèchement. « Oui, » acquiesça Mademoiselle Marple. « Très naturel. » Après son départ, elle reprit son carnet. Sous « timing », elle ajouta un autre mot, « permission ». Dehors, le village reprenait ses habitudes du soir. Les lumières s'allumaient, les bouilloires sifflaient, les portes se fermaient à clé. La vie reprenait son cours avec une rapidité réjouissante. Mademoiselle Marple restait assise en silence, son tricot à nouveau intact. Son expression était paisible, presque détachée. Pourtant, sous ce calme se cachait une certitude grandissante. Le village avait accepté la mort de M. Ambrose parce qu'il le souhaitait. Et les souhaits, elle le savait, pouvaient être aussi dangereux que les intentions. Mademoiselle Marple ferma le carnet et le glissa dans le tiroir d'un petit mouvement décidé. Le feu avait faibli.
La pièce était plongée dans ce silence léger qui précède le calme complet de la nuit. Elle se leva, sans se presser, et rapprocha légèrement les rideaux, comme pour exclure un courant d'air qui n'existait pas. Une fois cela fait, elle resta debout un instant, pensant non pas à la chaleur, mais au seuil, à la facilité avec laquelle on les franchissait sans s'en apercevoir. Le lendemain matin arriva avec une luminosité qui semblait presque délibérée. Mademoiselle Marple emprunta son chemin habituel vers le centre du village, remarquant ceux qui changèrent de rythme en la voyant et ceux qui ne le faisaient pas. C'étaient des détails insignifiants, mais les détails insignifiants étaient souvent les seuls honnêtes. À la boulangerie, Madame Grantley était d'excellente humeur. « Quel soulagement que tout cela soit terminé !» dit-elle en lui tendant une miche de pain. « Les funérailles perturbent la digestion. » « Oui, » répondit mademoiselle Marple. « On ne se soucie pas toujours non plus de ce qui suit ?» Madame Grantley rit d'un air hésitant et se pencha vers elle. « J'ai entendu dire que la nièce allait rester un peu, pour s'occuper des affaires. »« Les affaires ont tendance à revenir, » répondit mademoiselle Marple. De là, elle se rendit à la poste, où Clara Ambrose se tenait au comptoir, le profil serein, les mains gantées posées légèrement sur le bois. Elle se retourna lorsque mademoiselle Marple entra et lui adressa un sourire qui n'illumina qu'une partie de son visage. « Vous êtes mademoiselle Marple, je crois, » dit-elle. « Mon oncle m'a parlé de vous 1 ou 2 fois. »« Vraiment ?» répondit mademoiselle Marple aimablement. Il parlait très peu de lui-même. Clara Ambrose inclina la tête. C'était sa façon d'être. Réservé. Prudent. Prudent était un mot intéressant, pensa mademoiselle Marple, surtout lorsqu'il s'agissait d'un homme que l'on pouvait si facilement qualifier d'inoffensif. Elles échangèrent quelques remarques polies sur le temps et le village. Le ton de Clara Ambrose était courtois, mais il y avait sous-jacent une certaine vigilance, comme si elle évaluait les issues de la pièce. « Je vais bientôt retourner à Londres, » dit-elle, « une fois que les choses seront réglées. »« Bien sûr, » répondit mademoiselle Marple, « il est important de régler les choses. » Lorsque Clara Ambrose partit, mademoiselle Marple remarqua que madame Price l'observait depuis derrière un présentoir de cartes postales. « Elle est plus perspicace qu'elle ne le laisse paraître, » dit madame Price. « Je ne lui ferai pas confiance pour un sou. »« La confiance est une chose flexible, » dit mademoiselle Marple. « Les gens l'étirent pour l'adapter à leurs besoins. » Cet après-midi-là, le docteur Hayward passa avec un panier de poires et un air de gentillesse consciencieuse. « J'ai pensé que je devais venir voir comment vous alliez, » dit-il. « Après toute cette agitation. »« L'agitation a tendance à choisir ses moments, » répondit mademoiselle Marple. « C'est très gentil de votre part. » Il s'installa dans un fauteuil, lissant son pantalon. « Je n'aime pas les détails inachevés, » dit-il brusquement, même quand il n'y en a pas. Mademoiselle Marple le regarda par-dessus son tricot. « Vous en trouvez beaucoup ?»« De temps en temps. Ce n'était pas le cas ici. Monsieur Ambrose avait le cœur fragile. Il n'y avait aucune raison de soupçonner autre chose. »« Les raisons, » dit doucement mademoiselle Marple, « sont souvent découvertes après les conclusions. » Il fronça les sourcils. « Vous ne pensez pas ?»« Oh non, » répondit rapidement mademoiselle Marple. « Je ne pense rien du tout. Je me contente d'observer. » Il rit, soulagé, et prit rapidement congé. Restée seule, mademoiselle Marple reprit son tricot, bien que le motif lui échappât une fois sous les doigts. Elle repensa à la tasse de thé, intacte, et au nouveau napperon qui la recouvrait. Une fraîcheur trop soigneusement entretenue la dérangeait toujours. Plus tard, elle se dirigea vers Rosebank House, non pas dans l'intention de s'imposer, mais parce que les chemins avaient leurs propres habitudes. Madame Fletcher était dans le jardin, coupant les feuilles mortes avec des ciseaux précis. « Bonjour, » dit-elle en se redressant. « Je faisais juste un peu de rangement. Monsieur Ambrose aimait que tout soit bien ordonné. »
Comme beaucoup de gens, répondit mademoiselle Marple, même si cela leur demande des efforts. Madame Fletcher sourit faiblement. Il me faisait confiance. Pour tout. Encore la confiance, nota mademoiselle Marple. Toujours présentée comme une vertu, rarement considérée comme un risque. J'avais l'intention de vous poser une question, dit mademoiselle Marple doucement, au sujet de ces lettres. Il en recevait tellement. Madame Fletcher hésita, les ciseaux suspendus en l'air. Oui, c'était un grand correspondant. Répondait-il à toutes? Oh oui, répondit rapidement madame Fletcher. À chacune d'entre elles, il avait un grand sens du devoir. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil vers la fenêtre ouverte du salon. Sur le bureau à l'intérieur se trouvait une pile d'enveloppes, soigneusement rangées, toutes adressées de la même écriture soignée. La routine peut être très réconfortante, dit-elle, jusqu'à ce qu'elle soit interrompue. Le sourire de madame Fletcher se crispa. Rien n'a été interrompu, dit-elle. Tout s'est déroulé comme d'habitude. En s'éloignant, mademoiselle Marple se dit que les personnes qui insistaient trop fortement sur la normalité cachaient souvent son absence. Ce soir-là, au presbytère, la conversation porta inévitablement sur le testament de M. Ambrose. Le vicaire parla avec bienveillance de ses intentions charitables. Sa femme évoqua avec plus d'animation les proches déçus. « Cela semble si froid, » dit madame Clement. « Laisser si peu à sa famille. »« La froideur peut être confondue avec l'équité, » dit mademoiselle Marple. « Ou utilisée pour la dissimuler. » Sur le chemin du retour, elle s'arrêta au bord du parc, regardant les enfants jouer comme si rien n'avait changé. Ils inventaient des jeux dont les règles changeaient constamment, mais tous les acceptaient sans poser de questions. Les adultes, pensa mademoiselle Marple, faisaient à peu près la même chose. Elle arriva à son cottage et se rendit directement à la cuisine, où elle prépara du thé. Pendant qu'elle attendait, elle sortit à nouveau son carnet. Sous timing et permission. Elle ajouta un troisième mot. Habitude. Les habitudes étaient ce en quoi les gens avaient le plus confiance. Ils s'appuyaient sur elles pour expliquer l'inexplicable, pour apaiser leur malaise. Une mort qui s'inscrivait parfaitement dans l'habitude était un cadeau, que beaucoup accepteraient sans se poser de questions. Elle ferma son carnet et but une gorgée de thé, le goûtant attentivement. Il était exactement comme elle l'aimait. Trop de sucre pouvait masquer l'amertume, mais seulement pendant un certain temps. Dehors, St. Mary Mead retrouvait son rythme habituel. Les fenêtres brillaient, les voix murmuraient, les portes se fermaient doucement. Miss Marple était assise, plongée dans une contemplation silencieuse, l'air serein. Le village croyait avoir déjà appris tout ce qu'il avait besoin de savoir. Elle savait que ce n'était pas le cas. Miss Marple reposa sa tasse de thé sur sa soucoupe avec un soin délibéré. Le feu murmurait doucement, un son agréable qui permettait aux pensées de s'ordonner sans précipitation. Elle ne rouvrit pas son carnet. Pour l'instant, il suffisait de laisser les impressions se déposer, comme la vase au fond d'une eau claire. Le village, cependant, n'avait pas l'intention d'attendre. En milieu de matinée, St. Mary Mead avait découvert son premier suspect et accueilli cette découverte avec quelque chose qui s'apparentait à de la gratitude. Tout commença, comme souvent dans ce genre de situation, par une conversation qui semblait porter sur autre chose. Chez le marchand de fruits et légumes, Madame Price fit remarquer que Clara Ambrose avait été vue quittant Rosebank House avec un air assez contrarié. Madame Grantley répondit qu'elle n'avait jamais fait confiance à une femme qui portait le deuil comme s'il s'agissait d'un accessoire. Quelqu'un d'autre se souvint à nouveau du testament, à quel point il avait été modifié, à quel point il avait été peu annoncé. Mademoiselle Marple écoutait à distance, poliment, tout en choisissant des pommes. Elle avait tout à y gagner, affirma Madame Price avec fermeté, ou tout à perdre, selon le point de vue.
et les gens qui perdent de manière inattendue peuvent se comporter très mal. Oui, répondit mademoiselle Marple doucement. La surprise n'est pas toujours bien accueillie. L'inspecteur Slack arriva cet après-midi-là, avec l'air d'un homme ravi de trouver un problème qui s'arrangeait tout seul. Il rendit d'abord visite à Clara Ambrose, puis à madame Fletcher, et enfin, par ce qu'il aurait qualifié de courtoisie, à mademoiselle Marple. « Rien qui puisse vous inquiéter, » dit-il d'un ton vif en s'asseyant sans attendre qu'on l'invite. « Mais j'ai pensé que vous aimeriez savoir que nous enquêtons sur certaines affaires. »« Vraiment ?» dit mademoiselle Marple. « Comme c'est intéressant. »« Il y avait des désaccords, » poursuivit-il. « À propos d'argent, à propos d'attente, cela arrive tout le temps. Et cela se termine-t-il généralement par un décès ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Il ricana. « La plupart du temps, cela se termine par des cris. Parfois pire, mais dans ce cas-ci, eh bien, je ne pense pas que cela mènera quelque part. Néanmoins, il faut suivre la procédure. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Bien sûr. » Après son départ, elle réfléchit à la nature de sa certitude. Ce n'était pas la confiance d'un homme convaincu par des preuves, mais le soulagement de quelqu'un à qui on avait donné une explication familière. Plus tard, dans la journée, mademoiselle Marple rencontra Clara Ambrose elle-même, debout devant le portail de Rosebank House, un trousseau de clés à la main. Elle avait conservé son sang-froid, mais ses yeux se tournaient vers la route, comme pour évaluer dans quelle mesure ses affaires étaient déjà devenues publiques. « Il pose des questions, » dit Clara Ambrose sans préambule. « C'est souvent le cas, » répondit mademoiselle Marple. « Vous ne croyez pas que j'ai quelque chose à voir avec la mort de mon oncle ?» dit Clara Ambrose d'un ton sec. Mademoiselle Marple la regarda pensivement. « Croire est une chose dangereuse, ma chère. Cela empêche souvent de comprendre. » Clara Ambrose se redressa. « Mon oncle était têtu. Il refusait d'entendre raison au sujet de ses affaires. »« Vraiment ?» dit mademoiselle Marple. « Refuser d'entendre raison peut parfois être très raisonnable. » La jeune femme pinça les lèvres. « J'aimerais que cette affaire soit réglée rapidement. »« Comme beaucoup de gens, » dit mademoiselle Marple. « Pour différentes raisons. » Alors que Clara Ambrose s'éloignait, mademoiselle Marple remarqua que sa main se crispa brièvement autour des clés avant qu'elle ne se ressaisisse. Ce soir-là, les ragots se transformèrent en suppositions. Au presbytère, madame Clement évoqua avec un regret douloureux les tensions familiales. Au pub, on raconta que Clara Ambrose s'était disputée avec son oncle quelques jours avant sa mort. Personne ne mentionna que personne d'autre n'était présent pour l'entendre. Mademoiselle Marple était assise parmi eux, tricotant, le regard aimable et vague. Elle pensa à une jeune fille qu'elle avait connue autrefois et qui avait été accusée à tort d'avoir volé son employeur. L'accusation était commode et donc irrésistible. La commodité, réfléchit mademoiselle Marple, était l'ennemi de la vérité. Le lendemain matin, l'inspecteur Slack revint, cette fois-ci avec des papiers à la main. « Je vais peut-être devoir parler à nouveau à mademoiselle Ambrose, » dit-il. « Il y a des incohérences. »« Vraiment ?» dit mademoiselle Marple. « Des petites, mais les petites choses ont leur importance. »« Oui, » acquiesça mademoiselle Marple. « Elles ont beaucoup d'importance. » Après son départ, elle resta longtemps debout à sa fenêtre, regardant madame Fletcher traverser la rue, un panier au bras. La femme marchait prudemment, comme si chaque pas avait été répété. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple se rendit à nouveau à Rosebank House. Madame Fletcher la reçut avec une courtoisie attentive. « Ils disent des choses horribles sur mademoiselle Ambrose, » dit madame Fletcher, presque avec empressement. « C'est vraiment dommage. »« C'est dommage, » répéta mademoiselle Marple. « Et pourtant, vous ne semblez pas surprise. » Madame Fletcher rougit. Elle a toujours été difficile, elle en voulait toujours plus. En vouloir plus peut prendre plusieurs formes, dit mademoiselle Marple.
Son regard se posa une nouvelle fois sur le salon, sur la chaise près de la fenêtre, sur la petite table à côté. Le napperon avait été retiré. « Le changement peut être rafraîchissant », dit mademoiselle Marple d'un ton léger. La bouche de madame Fletcher se crispa. « Je pensais que ce n'était plus nécessaire. » Alors que mademoiselle Marple rentrait chez elle plus tard, le ciel s'assombrissant déjà, elle sentit le village se satisfaire de l'explication choisie avec un soulagement palpable. Un suspect avait été trouvé. Le malaise pouvait être mis de côté. Elle arriva à son cottage et ouvrit à nouveau son carnet. Sous le mot « habitude », elle écrivit un autre mot « commodité ». Une réponse commode était rarement la bonne, mais c'était souvent celle que les gens préféraient. Elle ferma le carnet, la lueur du feu éclairant le bord de la page. Son expression était paisible, mais ses pensées évoluaient inexorablement vers une conclusion tout à fait différente. Mademoiselle Marple se tenait debout devant la table de sa cuisine, lissant un pli du journal avec le côté de sa main. Le titre ne mentionnait pas Edwin Ambrose. Les décès locaux le faisaient rarement. Mais un bref paragraphe en 2e page annonçait la date de la lecture du testament. Tout semblait se dérouler de manière satisfaisante. De manière satisfaisante était une autre expression que les gens utilisaient lorsqu'ils souhaitaient clore un sujet. Elle plia le journal et le posa de côté, puis se concentra sur la bouilloire, qui avait commencé à émettre un murmure qu'elle trouvait toujours rassurant. Pendant qu'elle bouillait, elle ouvrit le tiroir et en sortit son carnet, qu'elle posa à plat sans l'ouvrir. Certaines pensées préféraient être testées avant d'être couchées sur le papier. La journée était exceptionnellement chaude pour le printemps. Mademoiselle Marple décida de marcher plutôt que d'envoyer quelqu'un chercher des provisions et se mit en route vers le village, son ombrelle inclinée juste comme il fallait. En chemin, elle croisa madame Fletcher, qui peinait légèrement avec un panier lourd. « Laissez-moi vous aider », dit aussitôt mademoiselle Marple. « Oh non, je ne peux pas », protesta madame Fletcher, bien qu'elle lui remît le panier presque immédiatement. « Vous êtes très gentille. » Elles marchèrent ensemble quelques pas dans un silence complice. « J'ai fait le tri dans mes tiroirs, » dit soudain madame Fletcher. « Il y avait tellement de vieilles choses. On oublie ce qu'on garde. »« Oui, » répondit mademoiselle Marple. « Nous gardons plus de choses que nous ne le pensons. » Madame Fletcher eut un petit rire nerveux. Monsieur Ambrose n'était pas un homme sentimental. Il était très pragmatique. « Cela peut être une forme de sentimentalisme en soi, » répondit mademoiselle Marple. Au coin de la rue, madame Fletcher s'excusa et s'éloigna précipitamment. Mademoiselle Marple la regarda partir, remarquant la rapidité avec laquelle elle s'éloignait, sans se retourner. À la poste, un petit colis attendait mademoiselle Marple. Mal acheminé, comme il s'avéra, et destiné à Rosebank House. L'employé s'excusa abondamment. « Ce n'est pas grave, » dit mademoiselle Marple en l'acceptant. « Je peux le prendre avec moi. » Le colis était léger, soigneusement emballé et adressé d'une écriture précise qu'elle reconnut immédiatement comme étant celle d'Edwin Ambrose. Cela, en soi, était curieux. Les gens envoyaient rarement des colis à eux-mêmes, sauf s'il y avait une raison. Elle le porta jusqu'à Rosebank House, où Clara Ambrose lui ouvrit la porte. Son expression changea légèrement à la vue du colis. « C'était destiné à mon oncle, » dit-elle. « Oui, » acquiesça mademoiselle Marple. « Il semble être arrivé un peu tard. » Clara Ambrose hésita, puis le prit. « Merci. »« De rien, » répondit mademoiselle Marple avant de s'éloigner sans un mot. En rentrant, elle repensa à un garçon qu'elle avait connu autrefois et qui cachait des bonbons dans des endroits improbables, convaincue que personne n'irait les chercher là. Il avait tort. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple assista à la lecture du testament, qui se déroula dans le bureau de l'avocat avec toute la solennité requise.
Clara Ambrose était assise, raide, les mains jointes. Madame Fletcher était également présente, les yeux baissés, l'attitude convenablement modérée. Le testament était exactement comme le laissaient entendre les rumeurs. Des legs modestes à des œuvres caritatives. Un petit héritage à Clara Ambrose, clairement inférieur à ce qu'elle avait espéré. Et la maison, Rosebank House, était léguée à Madame Fletcher, accompagnée d'une généreuse provision pour son entretien. Tout le monde retint son souffle, rapidement dissimulé. Clara Ambrose ne parla pas tout de suite. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était calme. Mon oncle était libre de disposer de ses biens comme il l'entendait. En effet, dit l'avocat, soulagé. Mademoiselle Marple observa Madame Fletcher. Le visage de la femme trahissait certes de la surprise, mais aussi autre chose, fugace et rapidement réprimée. Du soulagement peut-être, ou de la reconnaissance. Plus tard, alors qu'elle se tenait dehors en petits groupes maladroits, Clara Ambrose s'adressa à voix basse à Mademoiselle Marple. « Vous voyez » dit-elle. Il lui faisait plus confiance qu'à sa propre famille. « La confiance, » dit Mademoiselle Marple, « est souvent accordée là où elle est le moins. » Clara Ambrose fit une grimace. « J'espère que cette confiance était méritée. »« Moi aussi, » dit Mademoiselle Marple sincèrement. Ce soir-là, Mademoiselle Marple rentra chez elle, avec le sentiment qu'une pièce du puzzle avait bougé, sans toutefois trouver sa place. Elle s'assit près du feu et ouvrit enfin son carnet. Sous « commodité », elle écrivit un nouveau mot, « récompense ». Les gens étaient récompensés pour beaucoup de choses. Leur patience, leur obéissance, leur silence. Il valait toujours la peine de se demander pour quelle raison. Le lendemain, il pleuvait, une pluie légère mais persistante. Mademoiselle Marple profita du temps pour se rendre à nouveau à Rosebank House, cette fois sous prétexte de rendre un livre que M. Ambrose lui avait prêté. Madame Fletcher l'accueillit avec une tension visible. La maison semblait différente à présent, plus vide, mais chargée, comme si quelque chose d'irrésolu flottait dans l'air. « Je triais les papiers de M. Ambrose, » dit Madame Fletcher, un peu trop rapidement. « Tant de papiers, » dit Mademoiselle Marple. « Il raconte des histoires, n'est-ce pas ?» Madame Fletcher acquiesça, puis fit un geste vers le salon. Mademoiselle Marple s'assit à nouveau en face de la chaise vide près de la fenêtre. « Je me posais des questions, » dit Mademoiselle Marple d'un ton désinvolte, « au sujet de sa correspondance. Il était si méthodique. »« Oh oui, » dit Madame Fletcher. Tout était en ordre. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil vers le bureau. La pile d'enveloppes était moins haute à présent. Il s'écrivait beaucoup de lettres à lui-même, n'est-ce pas? Madame Fletcher se figea. « Pardon ?» dit-elle. « Le colis, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Adressé de sa propre main. On ne fait pas souvent cela sans raison. » Madame Fletcher pâlit. « Je ne sais rien à ce sujet. »« Bien sûr, » dit Mademoiselle Marple, « ce n'était peut-être rien. Un rappel peut-être, ou une mesure de sécurité. » Les mains de Madame Fletcher tremblaient légèrement tandis qu'elle les joignait. Monsieur Ambrose aimait les mesures de sécurité. « Oui, » dit Mademoiselle Marple, « comme beaucoup de gens qui ont peur d'être mal compris. » Un silence lourd et inconfortable s'installa entre elles. Finalement, Mademoiselle Marple se leva. « Merci pour le thé, » dit-elle gentiment. Il était très bon. En rentrant chez elle sous la pluie, Mademoiselle Marple sentit une certitude tranquille s'installer en elle. Quelque chose de petit avait refusé de rester petit. Une habitude perturbée, un colis retardé, une confiance récompensée peut-être trop généreusement. Le village avait accepté cette réponse commode. Mais Mademoiselle Marple savait que la vérité avait tendance à s'imposer doucement, avec persistance, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de l'ignorer. Elle arriva à son cottage et ferma la porte derrière elle, d'un geste ferme mais discret.
Dans le silence qui suivit, ses pensées continuèrent à s'assembler patiemment. Mademoiselle Marple posa son ombrelle humide dans le porte-parapluie près de la porte et retira ses gants avec précaution. Le cottage lui semblait particulièrement petit après Rosebank House, comme s'il se repliait sur lui-même, refusant de contenir plus que l'essentiel. Elle appréciait cette sobriété. L'excès, dans les pièces comme chez les gens, était souvent à l'origine des erreurs de jugement. Elle n'ouvrit pas son carnet tout de suite. Au lieu de cela, elle alluma la lampe et s'assit, les mains jointes, laissant le calme s'installer. Le visage de Madame Fletcher lui revint avec une clarté dérangeante. Ce moment de silence, ce resserrement presque imperceptible autour des yeux lorsque le colis avait été mentionné. De la peur, certainement. Mais de quoi avait-elle peur? Le lendemain matin, elle reçut une sorte de convocation. Madame Clement apparut à la porte de Mademoiselle Marple, l'air à la fois désolé et excité. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-elle en entrant déjà. « Mais je pensais que vous deviez savoir que l'inspecteur Slack pose à nouveau des questions. Encore plus de questions. »« C'est son métier, » répondit Mademoiselle Marple d'un ton doux. « Oui, mais cette fois-ci, cela semble différent. Il a parlé au docteur Hayward et à l'avocat. Et il y a des rumeurs, bien sûr, que le certificat de décès pourrait être réexaminé. » Mademoiselle Marple versa le thé. « Les choses réexaminées semblent parfois assez différentes, » dit-elle. Madame Clement se pencha en avant. « Pensez-vous qu'il y ait vraiment quelque chose ?» Mademoiselle Marple lui tendit une tasse. « Je pense qu'il y a toujours quelque chose. La question est de savoir si l'on souhaite le voir. » En fin de matinée, le village était de nouveau en effervescence, mais de manière plus discrète cette fois-ci. Les chuchotements se rapprochèrent des portes, les regards s'attardaient davantage. La confortable certitude qui avait suivi les funérailles commençait à s'effriter. Mademoiselle Marple croisa l'inspecteur Slack près du parc, le visage marqué par des rides d'irritation qui suggéraient qu'on lui imposait un travail plus difficile qu'il ne l'aurait souhaité. « Vous aviez raison, » dit-il brusquement, sans la saluer. « À propos de quoi ?» demanda Mademoiselle Marple d'un ton aimable. « À propos de petites choses. Le docteur Hayward dit qu'il n'y avait rien d'évident, rien qui aurait pu éveiller les soupçons. Mais il y a eu une lettre. »« Une lettre ?» dit Mademoiselle Marple. « Une lettre que M. Ambrose a écrite peu avant sa mort, adressée à son avocat. Elle mentionne des inquiétudes. »« Les inquiétudes sont des choses tellement intéressantes, » dit Mademoiselle Marple. « Elles apparaissent souvent quand on se sent en insécurité. » L'inspecteur Slack fronça les sourcils. Il a écrit qu'il avait remarqué des changements dans son état de santé, qu'il se sentait mal d'une manière qui ne correspondait pas à son état. Le regard de Mademoiselle Marple s'adoucit. « Les gens connaissent très bien leur propre corps, » dit-elle, « même quand les autres ne tiennent pas compte de ce qu'ils disent. » Slack changea de position. « Cela ne prouve rien. »« Non, » acquiesça Mademoiselle Marple. « C'est rarement le cas. » Cet après-midi-là, Clara Ambrose se rendit au cottage de Mademoiselle Marple, son sang-froid ayant fini par atteindre ses limites. « Il rouvre le dossier, » dit-elle. « Vous saviez qu'il le ferait. »« Je m'en doutais, » répondit Mademoiselle Marple. Clara Ambrose faisait les 100 pas dans la petite pièce. « Ils me regardent à nouveau, comme si la déception était un crime. »« La déception, » dit Mademoiselle Marple, est souvent confondue avec le mobile. Clara Ambrose s'arrêta. « Vous ne pensez pas que je l'ai fait. »« Je pense, » dit doucement Mademoiselle Marple, « que votre oncle était un homme qui craignait quelque chose de très proche de lui. » Les yeux de Clara Ambrose s'écarquillèrent. « Madame Fletcher ?» Mademoiselle Marple ne répondit pas. Elle avait appris que le silence pouvait être plus instructif que l'accord. « Elle l'adorait, » dit Clara Ambrose. « Tout le monde le dit. »« Oui, »
répondit mademoiselle Marple, « et l'adoration peut être très exigeante. » Clara Ambrose s'effondra dans un fauteuil. S'il voulait se protéger, pourquoi lui a-t-il laissé la maison? Mademoiselle Marple sourit faiblement. La protection peut prendre plusieurs formes. Parfois, elle ressemble à de la confiance. Après le départ de Clara Ambrose, mademoiselle Marple ouvrit enfin son carnet. Sous le mot « récompense », elle ajouta un autre mot. « Dépendance ». Elle savait que la dépendance engendrait la peur engendrait l'ingéniosité. Plus tard dans la journée, elle retourna à Rosebank House, cette fois à la demande de l'inspecteur Slack. Madame Fletcher les accueillit à la porte, calme en apparence, mais tendue à l'intérieur. « Tout cela est tout à fait inutile, » dit-elle. « Monsieur Ambrose est mort paisiblement. Nous voulons simplement être minutieux, » répondit Slack. Mademoiselle Marple observa le salon pendant qu'il parlait. Le bureau avait été presque entièrement vidé. Les tiroirs étaient légèrement entr'ouverts, comme s'ils avaient été fouillés à la hâte. « Vous avez été très occupé, » dit gentiment mademoiselle Marple. « Il y avait beaucoup à trier, » répondit madame Fletcher. L'inspecteur Slack prit une petite bouteille sur la cheminée. « Qu'est-ce que c'est ?»« Oh, juste un tonique, » répondit madame Fletcher. « Pour la digestion de monsieur Ambrose. »« Prescrit ?» demanda Slack. « Non, en vente libre. » Mademoiselle Marple se pencha légèrement en avant. « Il en prenait régulièrement ?»« Oui, tous les soirs. Je le lui donnais avec son thé. Encore le thé. Toujours le thé. »« Et avez-vous déjà modifié la dose ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Madame Fletcher se raidit. « Bien sûr que non. » L'inspecteur Slack échangea un regard avec mademoiselle Marple. « Nous allons le faire analyser, » dit-il. Le sang-froid de madame Fletcher se brisa alors, juste un instant. « J'ai tout fait pour lui, » dit-elle. « Tout. »« Oui, » dit mademoiselle Marple doucement. « Vous étiez indispensable. » Cette nuit-là, mademoiselle Marple resta éveillée plus longtemps que d'habitude. Elle pensa aux innombrables petits gestes qui constituaient le dévouement. Les repas préparés, les médicaments administrés, les routines observées. Comme il était facile de passer des soins au contrôle. Les résultats des analyses arrivèrent 2 jours plus tard. Le tonique ne contenait rien d'illégal, rien de dramatique. Mais pris en quantité, au fil du temps, il pouvait affaiblir un cœur déjà fragile. « Progressivement, » dit le docteur Hayward, troublé. « Subtilement. » Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. « La subtilité est souvent confondue avec l'innocence, » dit-elle. L'inspecteur Slack passa une main dans ses cheveux. Cela ne prouve toujours pas l'intention. Non, acquiesça mademoiselle Marple, mais cela suggère une opportunité, une habitude et une récompense. Cet après-midi-là, madame Fletcher fut à nouveau interrogée. Son histoire tint la route, jusqu'à ce que mademoiselle Marple prenne la parole. « Vous aviez peur, » dit-elle doucement. « Peur qu'il vous renvoie, peur de perdre votre place. » La bouche de madame Fletcher trembla. « Je n'avais nulle part où aller. »« Il a remarqué des changements, » poursuivit mademoiselle Marple. « Il a écrit des lettres, il a mis des mesures de sécurité en place. » Le colis. Madame Fletcher se mit alors à pleurer, non pas de manière dramatique, mais avec un désespoir tranquille. « Je ne voulais pas, je voulais seulement faciliter les choses, les rendre plus calmes. » L'inspecteur Slack avait l'air sombre. Faciliter les choses pour qui? Madame Fletcher ne répondit pas. Alors que mademoiselle Marple rentrait chez elle ce soir-là, le village semblait silencieux, comme s'il retenait son souffle. La politesse s'était fissurée, révélant ce qui se cachait en dessous. Elle ouvrit son carnet une dernière fois ce jour-là et écrivit « Peur ». La peur, réfléchit-elle, était le mobile le plus fiable de tous. Une fois reconnue, la peur ne se retirait pas discrètement.
Elle se propageait plutôt à travers St. Mary Mead, avec une énergie différente, non plus sous la forme d'un murmure agréable de commérage, mais sous la forme d'une conscience plus aiguë que quelque chose d'inachevé avait commencé à bouger. Mademoiselle Marple le ressentit dès qu'elle sortit le lendemain matin. Les portes se fermaient plus doucement. Les rideaux étaient tirés un peu trop tôt. Les gens se saluaient avec une chaleur prudente, comme si la politesse elle-même pouvait agir comme un charme contre de nouvelles perturbations. Elle marcha vers le centre du village, d'un pas inchangé, mais avec une attention vive. Le sentiment de déséquilibre qu'elle avait remarqué pour la première fois le matin de la mort d'Edwin Ambrose était revenu, plus fort encore, comme si l'équilibre du village s'efforçait de se rétablir trop rapidement. Le deuxième bouleversement ne vint pas avec la mort, mais avec une découverte. L'inspecteur Slack apparut à sa porte peu avant midi, d'un air vif, mais manifestement inquiet. « Nous avons trouvé quelque chose », dit-il sans préambule. Mademoiselle Marple mit son tricot de côté. Les objets trouvés sont souvent plus révélateurs que ceux qui ont été perdus. C'était dans le colis, poursuivit-il, celui qui était adressé à Ambrose lui-même. Nous l'avons ouvert correctement, cette fois-ci. Mademoiselle Marple inclina la tête. Et un carnet. Pas ses comptes habituels, quelque chose de complètement différent. Il sortit un petit carnet relié en cuir, dont les bords étaient usés et le fermoir poli à force d'avoir été manipulé fréquemment. Mademoiselle Marple ne le toucha pas. Elle n'en avait pas besoin. Il y notait ses symptômes, dit Slack. Les dates, ses sensations, sa faiblesse, sa confusion. Tout était soigneusement noté. Oui, dit mademoiselle Marple. Les personnes qui se sentent menacées commencent souvent à tenir un journal. Il y a plus, dit Slack. Il a noté des changements dans sa routine, des changements qui ne venaient pas de lui. Mademoiselle Marple leva les yeux vers son visage. Les habitudes brisées sans consentement sont profondément déstabilisantes. Slack acquiesça. Il soupçonnait Madame Fletcher. Pas ouvertement, mais il la testait. Il retardait son thé, il refusait le tonique. Il observait ses réactions. Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. Et cela l'a effrayé. Il semblerait. La découverte se répandit dans le village à une vitesse fulgurante. Dans l'après-midi, le ton avait de nouveau changé. On ne parlait plus de la dévotion de Madame Fletcher avec admiration, mais avec une distance prudente. Les gens se souvenaient de petits moments qu'ils avaient négligés. Un mot sec ici, un regard là. Mademoiselle Marple écouta à la boulangerie, tandis que Madame Grantley baissait la voix. J'ai toujours pensé qu'elle le surveillait de trop près. Oui, dit Mademoiselle Marple, surveiller peut être une forme d'attention ou de contrôle. À Rosebank House, l'atmosphère avait changé de manière palpable. Madame Fletcher se déplaçait dans les pièces avec une énergie fébrile, rangeant des choses déjà rangées, comme si l'ordre lui-même pouvait la protéger. « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal », dit-elle lorsque mademoiselle Marple lui parla en privé. « Je voulais seulement que les choses restent telles qu'elles étaient. »« Oui, » répondit doucement mademoiselle Marple. « La stabilité peut être synonyme de survie. » Les yeux de madame Fletcher se remplirent de larmes. Il allait me renvoyer. Je le sentais. Il me regardait différemment. Il avait peur, dit mademoiselle Marple. Et la peur invite à l'observation. Ce soir-là, le deuxième choc fut complet. Le docteur Hayward, pâle et bouleversé, annonça à l'inspecteur Slack qu'un réexamen des derniers jours de M. Ambrose suggérait un affaiblissement délibéré plutôt qu'un accident. « Cela s'est fait si progressivement, » dit-il. « Je ne l'ai pas vu au début. Peu de gens le voient, » dit mademoiselle Marple. « Les choses progressives s'annoncent rarement. » Le village fut bouleversé, non pas à cause de la révélation elle-même, mais à cause de ses implications.
Une mort, autrefois confortablement qualifiée de naturelle, exigeait désormais des comptes moraux. Pire encore, cela suggérait que l'acceptation avait été prématurée, voire délibérée. Clara Ambrose revint cette nuit-là, convoquée par l'inspecteur. Elle resta immobile pendant que les conclusions lui étaient expliquées, le visage pâle mais résolu. « Il savait », dit-elle doucement. « Il savait, et il a essayé de se protéger. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Et ce faisant, il a modifié le schéma. » Madame Fletcher fut emmenée plus tard, dans la soirée, pas encore arrêtée, mais plus libre. Alors qu'elle traversait le village, les regards la suivaient, empreints d'un mélange de pitié et de quelque chose de plus froid. Mademoiselle Marple regarda depuis sa fenêtre la voiture s'éloigner. La route semblait anormalement vide après son départ. L'équilibre du village avait de nouveau basculé, mais n'était pas encore rétabli. Elle retourna s'asseoir et ouvrit à nouveau son carnet. Sous peur, elle ajouta un dernier mot pour l'instant, « exposition ». L'exposition, réfléchit-elle, était le moment que les gens redoutaient le plus. Mais c'était aussi le moment où la vérité commençait enfin à respirer. Mademoiselle Marple ne dormit pas très bien cette nuit-là, sans pouvoir dire précisément pourquoi. Les faits s'articulaient de manière assez satisfaisante. C'étaient les éléments humains qui refusaient encore de se mettre en place. Les motifs pouvaient être esquissés, les occasions démontrées, mais la vérité, la vraie vérité, exigeait quelque chose de plus discret. Une réaction, un dérapage, un moment où une personne se révélait sans s'en rendre compte. Au matin, St. Mary Mead avait adopté un nouveau ton de correction feutré. L'absence de Madame Fletcher était évoquée de manière indirecte, comme si elle était simplement partie se reposer. Personne n'aimait trop penser à la facilité avec laquelle ils avaient loué son dévouement quelques jours auparavant. Mademoiselle Marple fit sa promenade habituelle, observant comment les conversations s'interrompaient et reprenaient autour d'elle. Les gens se sentaient observés, même si personne ne les observait. C'était souvent le début de l'honnêteté, songea-t-elle. L'inspecteur Slack arriva juste après le déjeuner, se comportant avec une retenue visible. « Nous n'avons toujours pas assez d'éléments, » dit-il. « Des indices, oui, des suggestions, certainement. Mais rien qui puisse tenir la route. »« Tout à fait, » dit mademoiselle Marple. « L'intention est une chose si délicate à prouver. Nous pourrions la garder plus longtemps, dit-il, la mettre sous pression. » Mademoiselle Marple secoua doucement la tête. La pression engendre la résistance. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une permission. Slack fronça les sourcils. Une permission ? De parler, dit mademoiselle Marple. De se justifier, de s'expliquer à quelqu'un qui semble comprendre. Slack hésita, puis acquiesça lentement. Vous voulez la voir ? Oui, dit mademoiselle Marple, en tant qu'amie. L'entretien fut organisé cet après-midi-là dans une petite pièce sobrement meublée du commissariat. Madame Fletcher était assise, raide, les mains jointes, le regard nerveux, jusqu'à ce que mademoiselle Marple entre. À sa vue, quelque chose dans son attitude s'adoucit, non pas du soulagement, mais de la reconnaissance. « Vous avez toujours été gentille », dit aussitôt madame Fletcher. Mademoiselle Marple prit place sur la chaise en face d'elle. « La gentillesse, dit-elle doucement, est souvent mal comprise. » Au début, elles parlèrent de choses insignifiantes, le temps, la difficulté de dormir dans des endroits inconnus, le malaise causé par les bouleversements. Mademoiselle Marple laissa madame Fletcher remplir les silences, revenir à des justifications familières. « Je n'ai toujours fait que ce qui était le mieux pour lui, » dit finalement madame Fletcher. « Il dépendait de moi. »« Oui, » dit mademoiselle Marple, « et cela vous rassurait. » Madame Fletcher acquiesça avec empressement. « Il avait besoin de moi, sans moi. »
Sans vous, continua doucement mademoiselle Marple, il aurait pu être libre. Les mots tombèrent doucement, presque gentiment. Madame Fletcher la fixa, le souffle coupé. « Je n'ai jamais voulu sa mort, » murmura-t-elle. « Non, » dit mademoiselle Marple, « vous vouliez qu'il soit contrôlable. » C'était là, la fracture. Le visage de madame Fletcher se tordit, non seulement de culpabilité, mais aussi de quelque chose qui s'apparentait davantage à du ressentiment. « Il était en train de changer, » dit-elle. « Il m'observait, il notait des choses. Je le voyais, je devais l'arrêter. » « Arrêter quoi ?» demanda mademoiselle Marple. « La fin, » dit madame Fletcher, la voix brisée. « Le moment où je serai renvoyée. » Mademoiselle Marple se pencha légèrement en avant. « Et quand il a retardé son thé, quand il a refusé le tonique ?» Madame Fletcher déglutit. « J'en ai ajouté, juste un peu, assez pour le calmer. »« Assez pour l'affaiblir ?» dit mademoiselle Marple. Madame Fletcher se couvrit le visage de ses mains. « Je pensais que s'il était plus faible, il n'aurait pas la force de changer les choses. Et quand il est devenu encore plus faible ? Je pensais que ça marchait, » murmura-t-elle, « que j'avais réussi. » Mademoiselle Marple resta immobile. « Vous avez réussi, » dit-elle, « mais pas comme vous l'espériez. » Le silence qui suivit était lourd, définitif. La résistance de madame Fletcher s'était évaporée, remplacée par une lucidité lasse. Dehors, l'inspecteur Slack écoutait, l'air sombre. Le village apprit la vérité ce soir-là, pas toute la vérité, mais suffisamment. Le récit rassurant d'une mort naturelle s'effondra complètement, remplacé par quelque chose de beaucoup moins apaisant. La prise de conscience que le mal pouvait arriver discrètement, déguisé en attention bienveillante. Miss Marple rentra chez elle à la tombée de la nuit, les lumières du village s'allumant une à une. L'équilibre reviendrait, elle le savait. Il revenait toujours. Mais ce ne serait plus tout ça fait pareil. Elle s'assit près du feu, les mains jointes, réfléchissant non pas au crime, mais à Edwin Ambrose lui-même. Un homme qui avait essayé, trop tard, de se protéger avec des notes, des colis et des habitudes modifiées. Un homme qui avait cru que la politesse le sauverait. Dans son carnet, mademoiselle Marple écrivit un dernier mot sous les autres, reconnaissance. La reconnaissance, elle le savait, était le dernier test de vérité et le plus difficile. La reconnaissance changea l'atmosphère de St. Mary Mead, de manière plus décisive que l'accusation n'aurait jamais pu le faire. Ce n'est pas l'indignation qui s'ensuivit, ni même la peur, mais une sorte de calme réprimé, comme si le village avait été obligé de se regarder dans un miroir peu flatteur et avait trouvé le reflet dérangeant et familier. Mademoiselle Marple ressentit ce changement en marchant dans la ruelle ce matin-là. Les salutations étaient plus douces, plus délibérées. Les gens qui se précipitaient autrefois pour combler le silence le laissaient désormais s'installer. Le rythme de la vie du village reprit, mais avec une nouvelle prudence, comme si chaque routine était testée pour en détecter les faiblesses. Elle ne se pressait pas. La vérité, une fois reconnue, avait l'habitude de finir son travail. L'inspecteur Slack arriva peu après le déjeuner, son dynamisme habituel tempéré par la réflexion. « Elle a signé une déclaration complète, » dit-il. « Rien de dramatique, très raisonnable. »« Oui, » répondit mademoiselle Marple. « C'est normal. Elle insiste sur le fait qu'elle n'avait pas l'intention de le tuer, seulement de le ralentir, de le rendre à nouveau dépendant. » L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit. « L'intention ne reconnaît pas toujours les conséquences, » dit-elle. « C'est pourquoi c'est si dangereux. » Slack acquiesça. C'est le carnet qui l'a fait, le colis. Une fois que nous avons compris pourquoi il se l'était envoyé à lui-même. « Pour créer une distance, » dit mademoiselle Marple, « entre sa peur et son objet, et entre ses notes et sa portée. »« Oui, » acquiesça mademoiselle Marple. Il savait qu'elle ouvrait ses lettres. Il savait qu'elle surveillait ses habitudes,
Le colis a retardé sa découverte suffisamment longtemps pour lui permettre de lui survivre. Slack grimaça. Pas assez longtemps pour le sauver. Non, dit doucement mademoiselle Marple, mais assez longtemps pour raconter son histoire. Cet après-midi-là, les dernières pièces du puzzle se mirent doucement en place. L'avocat confirma qu'Edwin Ambrose n'avait modifié son testament qu'après avoir commencé à noter ses symptômes. La maison, léguée à Madame Fletcher, n'était pas une récompense, mais un test, un geste destiné à observer sa réaction. Si elle avait été innocente, pensait mademoiselle Marple, elle aurait été confuse, voire embarrassée par ce legs. Au lieu de cela, elle avait éprouvé un soulagement, rapidement masqué, mais indéniable. Le docteur Hayward, bouleversé mais résolu, admit qu'il n'avait pas su remettre en question l'affaiblissement progressif qu'il avait observé. « Tout collait », dit-il, impuissant. « Tout collait. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « C'est souvent le danger. » Clara Ambrose revint brièvement au village, convoquée pour accomplir les formalités. Elle se rendit au cottage de mademoiselle Marple en fin d'après-midi, plus calme, débarrassée de sa vigilance antérieure. « J'étais tellement sûre, » dit-elle en s'asseyant en face de mademoiselle Marple, « tellement sûre qu'il s'agissait d'argent. »« L'argent est une explication facile, » dit mademoiselle Marple. « Cela demande peu d'imagination. » Clara Ambrose fixa ses mains. Il a fait confiance à la mauvaise personne. Il a fait confiance à quelqu'un qui lui était familier, corrigea doucement mademoiselle Marple. Comme nous tous. Et vous, dit Clara Ambrose en levant les yeux. Vous l'avez vu. Je l'ai reconnu, répondit Miss Marple. C'est très différent. Elle pensa à une fille de son village natal qui avait empoisonné le thé de sa mère, non par haine, mais par peur d'être abandonnée. Les gens avaient parlé d'amour, de dévouement. Personne n'avait voulu examiner le schéma de trop près. Les schémas étaient ce que mademoiselle Marple comprenait le mieux. Ce soir-là, Rosebank House fut officiellement fermée, ses fenêtres redevenant sombres. La maison semblait plus petite sans Edwin Ambrose, comme si elle avait perdu la seule chose qui la reliait au village. Mademoiselle Marple s'arrêta devant le portail, levant les yeux vers la façade familière. Il avait vécu tranquillement, pensa-t-elle. Si tranquillement que les gens ne l'avaient pas remarqué avant qu'il ne disparaisse. Et c'est dans cette invisibilité que résidait la clé de sa fin. Le crime de Madame Fletcher n'avait pas été soudain. Il était né d'une habitude, d'une proximité, d'une peur qui n'avait pas été remise en question. La routine, la confiance et la politesse lui avaient permis de faire ce que personne ne la croyait capable de faire. Le village se rassembla ce soir-là au presbytère, non pas pour bavarder, mais pour assimiler. Madame Clement parla de charité, de pardon. Les autres parlèrent moins, écoutèrent davantage. Mademoiselle Marple parla peu. Elle n'en avait pas besoin. Le travail d'alignement avait commencé sans elle. Plus tard, seule dans son cottage, elle ouvrit son carnet une dernière fois. Elle n'y ajouta pas un mot. Au lieu de cela, elle traça une ligne sous la liste qu'elle avait dressée. Timing, permission, habitude, commodité, récompense, dépendance, peur, exposition, reconnaissance, et referma le carnet. Tous les schémas étaient désormais là, non pas séparés, non pas éparpillés, mais disposés en un seul et même dessin. Indubitable. Dehors, le village s'endormait. L'équilibre qu'il avait perdu revenait, non pas à son innocence d'antan, mais à quelque chose de plus sévère, de plus conscient. Mademoiselle Marple était assise tranquillement près du feu, l'air serein. La vérité s'était assemblée, pièce par pièce, exactement comme elle l'avait toujours fait. Et bientôt, elle le savait, elle serait dite à haute voix. Mademoiselle Marple
était assise à la petite table du salon du presbytère, les mains soigneusement posées sur son sac à main, dans une posture qui ne suggérait rien de plus intense qu'une conversation polie. La pièce avait été aménagée avec soin. Les chaises étaient disposées en demi-cercle, le thé était servi mais intact. Les fenêtres étaient légèrement ouvertes pour laisser entrer l'air doux de l'après-midi. Cet agencement visait à adoucir ce qui allait suivre. Les invités arrivèrent avec la ponctualité instinctive des villageois qui sentaient l'importance de l'événement. L'inspecteur Slack se tenait près de la cheminée, des papiers à la main. Le docteur Hayward occupait une chaise près de la porte, l'air troublé. L'avocat se tenait discrètement à l'écart. Clara Ambrose était assise, raide, le regard fixé sur le tapis. Madame Clement et 2 autres personnalités de la paroisse avaient été invitées à assister à la réunion, moins par nécessité que par besoin du village d'être témoin. Madame Fletcher fut amenée en dernier. Elle semblait plus petite qu'auparavant, ses vêtements soigneusement choisis, ses cheveux coiffés avec la même précision qu'elle avait autrefois appliquée aux repas et aux médicaments de son employeur. Elle s'assit à l'endroit qui lui était indiqué, les mains jointes sur les genoux, les yeux fixés sur mademoiselle Marple avec une expression qui n'était ni de défi, ni de désespoir, mais d'attente. Mademoiselle Marple attendit également. Ce fut l'inspecteur Slack qui prit la parole en premier, d'une voix professionnelle et maîtrisée. « Nous sommes ici pour clarifier les choses. Aucune accusation ne sera portée sans explication. » Mademoiselle Marple inclina légèrement la tête. « Si vous me le permettez, dit-elle doucement, j'aimerais expliquer comment les choses apparaissaient, une fois qu'on cessait de les regarder comme tout le monde voulait qu'elles soient. » Personne ne l'interrompit. Cela, en soi, était inhabituel. « Lorsque M. Ambrose est décédé, commença mademoiselle Marple, on a immédiatement supposé que sa mort était naturelle. Cette hypothèse était réconfortante. Elle ne demandait à personne de reconsidérer son jugement, ni de remettre en question ce qu'on avait loué comme de la dévotion. Elle tourna légèrement la tête vers madame Fletcher, son expression étant plutôt bienveillante que condamnatoire. « Vous étiez considéré comme indispensable, » continua mademoiselle Marple. « Vos habitudes étaient admirées. Votre proximité expliquait tout ce qui aurait pu sembler inhabituel. » Madame Fletcher déglutit. « Mais les habitudes, dit mademoiselle Marple, peuvent dissimuler le changement aussi facilement qu'elles préservent l'ordre. Dans ce cas, elles dissimulaient une altération progressive, suffisamment minime pour passer inaperçue, suffisamment régulière pour sembler normale. » Elle jeta un bref coup d'œil au docteur Hayward, qui baissa les yeux. « Le tonique n'était pas un poison au sens dramatique du terme, » poursuivit mademoiselle Marple. « Il ne tuait pas rapidement, ni ne se manifestait. Il affaiblissait, lentement, progressivement, juste assez pour renforcer la dépendance. » Madame Fletcher respirait désormais de manière irrégulière. « Monsieur Ambrose l'a remarqué, » dit mademoiselle Marple. « Il l'a remarqué parce que le corps, lorsqu'on l'écoute, ment rarement. Il sentait qu'il changeait d'une manière qui ne correspondait pas à sa maladie. Et comme c'était un homme prudent, il a noté ce qu'il observait. » L'inspecteur Slack brandit le petit carnet. « Ceci. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. Il savait aussi que ces lettres étaient lues, que ces papiers étaient manipulés. Il a donc envoyé ses notes loin de chez lui, loin de sa routine, loin de la personne même qu'il craignait. Son regard se posa à nouveau sur madame Fletcher. Le colis adressé à lui-même n'était pas un oubli. C'était une stratégie. Madame Fletcher serra les lèvres, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Puis il y eut le testament, poursuivit mademoiselle Marple. Tant discuté, tant mal compris. Le legs de la maison fut considéré comme une récompense. En réalité, c'était une dernière observation. Clara Ambrose leva brusquement les yeux.
Si Madame Fletcher avait été innocente, dit mademoiselle Marple, le legs l'aurait intriguée, peut-être même troublée. Au lieu de cela, elle a ressenti un soulagement, bref mais indéniable. Le soulagement n'est pas la réaction de quelqu'un surpris par la générosité. C'est la réaction de quelqu'un libéré de la peur. Les épaules de Madame Fletcher tremblèrent. « J'avais peur, dit-elle d'une voix rauque. Je n'avais nulle part où aller. Oui, dit doucement mademoiselle Marple. La peur explique beaucoup de choses, mais elle n'excuse pas tout. Elle fit une pause, laissant le silence faire son œuvre. Vous n'aviez pas l'intention de le tuer, dit mademoiselle Marple. C'est vrai. Vous vouliez l'affaiblir, le rendre moins vigilant, moins capable de changement. Vous vouliez préserver votre place en préservant sa dépendance. Madame Fletcher baissa la tête. Je voulais seulement que les choses restent telles quelles. Et donc, dit doucement mademoiselle Marple, vous les avez changées. L'inspecteur Slack s'éclaircit la gorge. Madame Fletcher a avoué avoir modifié le dosage à plusieurs reprises. Personne ne parla. L'explication s'était posée dans la pièce avec le poids silencieux de l'inévitabilité. Mademoiselle Marple conclut doucement. Ce n'était pas un crime de colère ou de cupidité, comme le village préférait le croire. C'était un crime de proximité, de peur laissée libre cours parce qu'elle prenait l'apparence de l'attention. Elle regarda autour d'elle. C'est pourquoi il était si difficile de le voir, et pourquoi il est si important de le voir maintenant. Madame Fletcher se mit alors à pleurer ouvertement, ne cherchant plus à se retenir. La réunion s'est terminée sans drame. Pas de cris, pas de gestes. Juste le départ progressif de personnes qui comprenaient enfin ce qui s'était passé et ce qu'elles n'avaient pas su remettre en question. Mademoiselle Marple se leva et prit son sac à main. Ce faisant, elle jeta un dernier regard vers la chaise vide, où Edwin Ambrose aurait pu être assis si sa vigilance discrète avait été remarquée plus tôt. Dehors, la lumière de l'après-midi baignait paisiblement le village. Sainte Mary Mead avait entendu la vérité, dite sans fioriture, et l'avait acceptée avec une solennité modérée. Mademoiselle Marple rentra chez elle seule, d'un pas tranquille. L'explication avait été donnée. Le schéma avait été révélé. Il ne restait plus que l'écho. Le village reprit ses habitudes avec la prudence de quelqu'un qui réapprend un air familier après avoir fait une fausse note. Sainte Mary Mead ne parla pas souvent d'Edwin Ambrose dans les jours qui suivirent, mais son absence persistait de manière subtile et indéniable. La chaise vide lors des fêtes paroissiales, le portail fermé de Rosebank House, la pause que les gens observaient, avant d'offrir une aide qui aurait autrefois été acceptée sans hésitation. Miss Marple remarqua ces détails comme elle le faisait toujours. Discrètement, sans commentaire, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, tandis que la vie reprenait son cours autour d'elle. Rosebank House était fermé pour le moment, son avenir incertain. Clara Ambrose retourna à Londres, son chagrin s'étant transformé en quelque chose de plus réfléchi. Elle écrivit une fois à mademoiselle Marple, une brève lettre de remerciement qui ne parlait ni d'héritage ni de ressentiment, mais de regret. Celui de ne pas avoir rendu visite plus souvent, d'avoir supposé que la distance était synonyme de sécurité. La distance, réfléchit mademoiselle Marple, était rarement une protection. Le destin de madame Fletcher suivit son cours officiel. Il y eut des audiences, des rapports, un langage mesuré qui tentait de classer ce qu'elle avait fait. Des termes tels que « involontaire » et « circonstances atténuantes » furent utilisés. Mademoiselle Marple ne les contesta pas. Elle savait mieux que quiconque que les actions humaines s'inscrivent rarement dans des compartiments moraux bien définis. Madame Fletcher avait aimé Edwin Ambrose à sa manière, et elle l'avait aussi craint. L'amour et la peur, lorsqu'ils sont combinés sans retenue, peuvent devenir indissociables de la possession. Le docteur Hayward se mit à parcourir des distances plus longues à travers le village,
comme si le mouvement lui-même pouvait rétablir quelque chose de perturbé en lui. Il parlait désormais avec plus de prudence, écoutait plus attentivement. Un jour, croisant mademoiselle Marple dans la ruelle, il s'arrêta et dit doucement « Je ne rejetterai plus jamais ce qui semble trop facile. » « Non, » acquiesça mademoiselle Marple. « La facilité n'est pas toujours synonyme de confort. » L'inspecteur Slack reprit ses fonctions avec un nouveau respect, tacite pour les détails gênants. Il ne le dit pas à haute voix, mais mademoiselle Marple sentit que sa présence ne serait plus considérée comme purement décorative. Le village ajusta sa conscience comme il l'avait toujours fait, par des offices religieux qui s'attardaient sur le pardon, par des actions caritatives qui réaffirmaient la décence, par des conversations soigneusement formulées pour éviter toute réflexion désagréable. Pourtant, quelque chose avait changé de manière permanente et subtile. Les gens s'observaient désormais un peu plus attentivement. Non pas avec suspicion, mais avec conscience. Mademoiselle Marple était assise un après-midi dans son jardin où les roses étaient enfin en pleine floraison. Elle coupa une fleur fanée et la mit de côté, avec des gestes doux et précis. La croissance exigeait l'élagage. La préservation exigeait de l'attention. Edwin Ambrose avait essayé de se préserver à l'aide de dossiers et de routines, de colis et de tests discrets. Il avait échoué, mais pas complètement. Ses efforts avaient suffi à permettre à la vérité de s'exprimer, même si ce n'était qu'après que sa voix se fût éteinte. C'était, pensa mademoiselle Marple, une sorte de victoire. Alors que le crépuscule s'installait sur St. Mary Mead, le village respirait à nouveau calmement. L'équilibre était revenu, non pas le calme irréfléchi d'avant, mais une paix plus stable, plus consciente. Elle savait que cela durerait jusqu'à la prochaine petite perturbation, comme toujours. Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux, écoutant les sons familiers du soir. Quelque part, une bouilloire était mise à chauffer. Ailleurs, une porte était fermée avec précaution. La vie continuait, routinière et fragile. Et mademoiselle Marple, sereine et observatrice comme toujours, se contentait de la laisser suivre son cours, observant, se souvenant et comprenant bien plus qu'elle ne disait jamais.